Voilà, bon, mais merci beaucoup. Donc, merci pour la dernière question, voilà, tout à fait, qui fait la transition par rapport à ma présentation. Donc, par rapport aux deux premiers exposés, je vais vous donner un nouvel exemple où les sciences du numérique peuvent aider pour amener les gens à changer leur comportement et justement à être plus respectueux de leur environnement. Donc, je me présente, je m'appelle Lise Broadcorn, je suis responsable de l'équipe Inox pour Integrated Optimization with Complex Structure, donc dans le centre de Lille, Nord-Europe. Et le travail que je vais vous présenter a été effectué en partie en collaboration avec Miguel Anjos, qui est professeur à l'Université d'Édimbourg et qui a à l'heure actuelle une chaire internationale INRIA, et avec un partenaire industriel qui est EDF. Donc voilà, je vais d'abord vous introduire la thématique. Voilà. Donc voilà le schéma d'une architecture de production d'électricité. Alors j'ai écrit « Il était une fois », car c'était le schéma qui était valide jusqu'il y a une vingtaine d'années. Donc en quelques mots, l'électricité était produite dans des grands centres, des centrales assez importantes, ensuite acheminée via le réseau de transmission et le réseau de distribution vers les clients finaux. Et la problématique principale consistait à produire la quantité d'énergie nécessaire pour satisfaire l'offre au moindre coût, vu que dépendant des types de production, le nucléaire, le thermique, etc., il y avait différents types de coûts de production et des différentes techniques de production qui devaient être engagées à certains moments de la journée pour assurer la demande. Donc, la problématique consistait à satisfaire l'offre au moindre coût. Mais ça, c'était l'ancienne image, c'était ce qui se passait il y a quelques années. Maintenant, beaucoup de choses ont changé. Alors, tout d'abord, au niveau de la demande en électricité. Donc même si, globalement, là, quand vous construisez votre maison, quand vous achetez du matériel électroménager, un argument vendeur, c'est « on consomme moins ». C'est vrai, individuellement, tous les appareils consomment moins, les maisons sont mieux isolées. Donc on pourrait se dire que globalement, la demande diminue. Mais si on regarde ce qui se passe au cours d'une journée, donc voilà une courbe de charge qui est issue du site RTE, donc qui date d'il y a quelques jours. Vous voyez que la demande en électricité fluctue fortement au cours d'une journée et que on s'attend à ce que ces fluctuations varient encore plus, vu qu'on prône à l'heure actuelle le développement et l'utilisation des véhicules électriques, mais qui dit véhicule électrique dit de nouveau recharge. Quand les gens vont-ils souhaiter recharger en arrivant au travail, en rentrant chez eux, etc., etc. Donc on va avoir de nouveaux pics de consommation qui vont intervenir au niveau de la journée. Maintenant, ce qui concerne l'offre, voilà, donc merci Angelo. Donc voilà, on parle de plus en plus d'énergie renouvelable. De nouveau, une figure issue du site d'RTE de la même journée. Et donc, on voit la production énergétique par différents types. Donc, on a toujours le nucléaire qui occupe une place importante en France, mais on voit que le solaire a un rôle assez important, et le vert qui est au-dessus, donc il y a le jaune, le bleu et puis le vert en dessous du gris. Donc le vert qui représente l'éolien, qui est aussi présent. Alors à l'échelle du nucléaire, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ils sont petits, mais ils pourraient se développer, même si, de nouveau, si je me réfère à l'exposé précédent, on ne peut pas s'attendre à des miracles et à ce qu'ils occupent complètement tout ce qui était produit par les moyens précédents, comme le nucléaire. Donc, voilà donc ce qui se passe, et de nouveau, voilà quelques chiffres qui sont issus donc de la presse, qui sont assez récents, et qui disent que même si c'est vrai, ça pose un certain nombre de questions, l'installation des parcs d'éoliennes, aussi les parcs où il y a les panneaux solaires, ça pose beaucoup de questions technologiques, techniques, mais on va vers quand même leur développement dans les années à venir. Donc voilà deux chiffres que j'ai repris. On propose d'avoir en Bretagne 35 000 panneaux solaires qui vont être installés avec une production en 2021, donc c'est presque demain. Et au terme des éoliennes aussi, donc voilà un certain nombre de quantités de production via l'éolien qui est planifié pour 2020. Donc voilà ce qui nous attend dans les années à venir. Donc en conclusion, voilà, donc qu'est-ce qui se passe au niveau de l'offre maintenant par rapport à ce qui se passait avant. Donc vu que l'on met en évidence la production d'énergie renouvelable,
Donc ça veut dire qu'il y a intermittence et que c'est non contrôlable. On ne peut pas anticiper la veille, on ne peut pas espérer que demain il va faire super beau. Aujourd'hui c'est la journée parfaite, il y a du soleil, il y a du vent, tout va très bien, mais peut-être que demain ce sera complètement l'inverse et il y aura presque plus d'énergie renouvelable qui sera produite. Donc ça c'est un élément au niveau de la quantité, mais au niveau aussi des sites de production. Il y a énormément de changements, vu que maintenant on n'a plus des gros sites de production localisés. Il y a la multitude des sites de production, ça va de l'éolienne dans le jardin de l'individu à des fermes d'éoliennes, etc., etc. Donc ça aussi, ça pose de nouvelles questions technologiques, vu que les sites de production sont répartis sur le territoire et que la quantité produite varie aussi fortement d'un site à l'autre. Au niveau du stockage, là aussi beaucoup de progrès ont été faits, vu qu'on a l'idée que l'électricité, on peut difficilement la stocker, c'est toujours vrai, mais de nombreuses recherches ont été faites aussi au niveau des développements des batteries, des technologies au niveau des batteries, pour améliorer leur efficacité, limiter les pertes, et aussi améliorer la quantité d'énergie qui peut être stockée pendant une certaine période. Donc tous ces changements font que maintenant, les consommateurs qui étaient passifs, deviennent aussi, d'une certaine façon, producteurs, s'ils le souhaitent, en installant chez eux des moyens de production renouvelables, et ça change pas mal le topo au niveau du système d'architecture au niveau électrique. Donc, dans ce nouveau contexte de bouleversement de l'offre et de bouleversement de la demande, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il faut pour pouvoir obtenir de nouveau un équilibre, ce qui est vital pour éviter les blackouts, il va falloir de la flexibilité. Alors, qu'est-ce que la flexibilité? Eh bien, la flexibilité dit que les gens vont devoir changer leur comportement, changer leur habitude. Ils ne vont plus vouloir exiger de pouvoir consommer comme précédemment sans se poser de questions. C'est vrai que vous comme moi, on a un certain nombre de contraintes. La vie active, il fait qu'on n'aime pas tellement reporter sa consommation. Quand on a besoin de faire quelque chose, on le fait sans se poser trop de questions. On a besoin de se chauffer, on veut être très confortable. Eh bien, il va falloir se poser un certain nombre de questions, être responsable au niveau global et au niveau individuel, pour que l'on puisse de nouveau réobtenir un équilibre offre-demande dans ce contexte énergétique qui est en plein bouleversement. Et donc ça, c'est via une certaine flexibilité. Donc ça peut être accepter de reporter sa consommation ou accepter les effacements, comme la question qui vient justement d'être posée. Donc c'est changer ses habitudes selon les contextes et c'est selon ses besoins. Et c'est un élément important. Alors, comment faire pour gérer cette flexibilité? Donc, comme je vous l'ai dit, elle est importante de deux façons différentes, pour réduire les pics et aussi pour limiter les variations de la demande nette, donc la demande moins la quantité d'énergie renouvelable produite. Eh bien, pour pouvoir l'atteindre, il faut que soit chaque individu accepte de jouer le jeu, ce qui serait super, tout le monde s'y met individuellement et globalement on y arrive. Ça, c'est bien. C'est vrai qu'au niveau éducatif, il y a des choses qui changent. Les enfants amènent à changer. Donc, moi, mes enfants m'amènent à changer mes comportements et je crois que c'est vrai pour pas mal d'entre vous. Mais malheureusement, je crois que ce n'est pas encore assez suffisant et qu'il y a tout un certain nombre de techniques qui sont mises en place, qui font partie de tout. Alors, j'ai gardé la dénomination anglaise, vu que c'est fortement développé en Amérique du Nord, tout ce qui concerne le Demand Side Management ou le Demand Response. Donc quelle technique adopter pour amener les gens à changer leur comportement? Donc il y a des techniques classiques de contrôle où on arrête la consommation, on bloque la consommation. C'est ce qui s'est fait dans certaines grandes villes américaines à un certain moment où on a des shutdowns, on coupe à un moment donné la consommation parce qu'on ne peut plus atteindre l'équilibre offre-demande. Ça, c'est un peu strict et un peu radical. Alors il y a d'autres moyens un peu plus soft, même s'ils sont quand même ils sont importants, et notamment c'est les tarifs, voilà, donc vous n'allez plus trop m'aimer après. C'est les incitatifs tarifs, donc de faire varier les tarifs de l'énergie au cours du temps pour amener les gens à changer. Vu que les gens voudront payer moins, donc pour payer moins, ils vont devoir accepter de consommer autrement.
Et c'est vers ce type de technique que l'on s'en va. Donc énormément d'entreprises s'intéressent à cette problématique de déterminer des incitatifs tarifs pour changer les comportements, soit au niveau résidentiel, soit au niveau industriel. Donc les techniques sont assez différentes pour les deux types d'individus. Alors, donc forcément, tout ça, ça se peut faire que dans un contexte, comme on en a déjà parlé précédemment, de smart grid, vu que vous n'allez pas être derrière votre compteur en vous disant « c'est pas cher, chouette, je consomme, maintenant c'est trop cher alors que j'arrête ». Donc c'est pas imaginable que les gens vérifient les fluctuations des prix de l'électricité, mais avec les réseaux intelligents, ou j'aime bien la dénomination nord-américaine, les réseaux futés, donc où justement vous y a les fameux compteurs Linky que vous avez peut-être chez vous, donc qui à l'heure actuelle vous permet de vérifier votre consommation et d'être des consommateurs avertis, mais qui pourrait permettre à terme d'avoir un déclenchement automatique des appareils selon les prix de l'électricité, et justement pour changer les habitudes des individus via d'une nouvelle entité qui est apparue, qui sont les agrégateurs de smart grid. En fait, ça peut être au niveau des buildings, des immeubles, ou alors au niveau des quartiers. Donc on aurait un pilotage global des appareils des consommateurs, et qui permettrait justement de répondre à ces fluctuations tarifaires horaires. Alors maintenant que j'ai pas pu résister à vous mettre quand même une équation, vu qu'on parle des sciences du numérique. Donc comment fait-on justement pour déterminer ces incitatifs tarifs? Eh bien nous, on travaille en optimisation dans l'équipe, donc on utilise le paradigme de la programmation mathématique à deux niveaux, qui est relié aux équilibres de Stackelberg. Donc les gens qui travaillent dans la théorie des jeux vont s'y retrouver. Donc on a un problème d'optimisation. Alors je vais l'expliquer dans le cas des... je vais peut-être prendre le pointeur, si j'y arrive. Voilà. Alors, donc les X, donc on a un processus de décision hiérarchisé, donc la tarification. On a quelqu'un qui veut déterminer les tarifs, c'est X, donc de façon à atteindre un certain objectif. Donc, et son objectif ici peut être de réduire la consommation. Et pour soi, il doit tenir compte du comportement des clients. D'accord ? Donc habituellement, le comportement des clients, c'est une fonction de demande. Mais dans le paradigme de la programmation mathématique à deux niveaux, cette fonction de demande, elle est obtenue en résolvant un autre problème d'optimisation, qui est le comportement des clients, qui eux vont essayer de maximiser leur utilité par rapport au prix, par rapport à leur inconvénient s'ils doivent reporter leur consommation ou s'ils ne peuvent pas consommer à l'instant où ils souhaitent. Donc c'est ce type de problème que l'on utilise pour apporter une solution au problème de la demand response. Alors, c'est bien beau tout ça, donc, mais ces problèmes d'optimisation sont difficiles à résoudre. Donc, en général, ils sont non convexes, non différenciables, ils appartiennent à la classe de complexité sigma de P. Donc pour les gens qui connaissent la complexité, vous savez que ce n'est pas des problèmes plus faciles à résoudre, on ne peut pas se contenter de les modéliser, et les mettre dans un solver, ça ne fonctionne pas malheureusement, donc il faut vraiment s'attaquer à la structure du problème, à essayer d'obtenir les modèles les plus précis possibles et les plus efficaces possibles, et ensuite travailler sur cette structure pour développer et implanter des algorithmes de résolution spécifiques. Donc voilà le schéma donc, dans le cadre de la dimension d'un problème biniveau. Donc au premier niveau, on a le meneur qui est le producteur, le commercialisateur qui peut atteindre un objectif qu'il ne veut pas forcément perdre, donc il veut maximiser d'une certaine façon son revenu, mais en diminuant les pics de consommation. Donc ça, c'est son objectif. Et au deuxième niveau, donc, on a les agrégateurs de smart grid qui, eux, gèrent les demandes des clients finaux. Les clients finaux qui sont vous, moi, qui donnons un certain nombre d'appareils que l'on veut mettre en route à certains moments. Ça peut être donc avec des heures souhaitées d'utilisation. Et donc voilà un peu un schéma global donc des problèmes mi-niveau. Donc c'est un schéma ici simplifié. Alors j'ai mis aussi que l'agrégateur de smart grid, on est de plus en plus dans ce contexte d'énergie renouvelable, donc en général il a lui-même sa propre source d'énergie renouvelable. Il a aussi une batterie qui peut stocker, donc il va utiliser ces moyens-là pour satisfaire ses clients et acheter au meilleur prix possible au meneur pour de nouveau satisfaire ses clients. Et le meneur, lui, quand il va déterminer les tarifs, il va prendre en compte le comportement des clients de façon à réduire ses pics de consommation. Voilà un exemple qu'on peut traiter. Donc vous voyez que selon des pénalisations différentes, donc les CAPA des pics de consommation, donc les zéros c'est qu'on ne les pénalise pas du tout, donc vous avez des pics de consommation importants et des tarifs qui sont à une bande supérieure. Plus vous allez pénaliser vos pics de consommation,
plus vos tarifs vont avoir tendance à décroître juste après le pic pour faire changer les consommateurs, pour modifier le schéma de comportement, le comportement des usagers et les faire consommer à un autre moment. Donc voilà ce que l'on fait dans l'équipe. Donc on travaille beaucoup donc, sur le problème de modélisation, ces problèmes d'optimisation biniveau, bilinéaire, qui peut avoir des variables continues ou entières, parce qu'on peut avoir des appareils comme le chauffage, ou peut-être que pour vous c'est transparent, vous ne vous rendez pas compte du confort si vous diminuez de la température de 1 ou 2 degrés sur 2 heures, mais au niveau énergétique ça peut avoir un fort impact, mais vous pouvez avoir d'autres appareils comme les machines à laver, etc. Donc quand vous les lancez, vous ne pouvez plus les arrêter, donc ça conduit à des problèmes d'optimisation de nature différente. Ils peuvent être déterministes ou stochastiques lorsque vous avez des sources d'énergie renouvelables qui sont imprévisibles, donc ça donne de nombreux défis. Et donc on développe des méthodes de résolution exactes ou approchées pour résoudre ce type de problème. Alors un exemple de méthode, c'est qu'on se base sur la structure du problème et notamment sur la combinaison de 3 problèmes un peu spécifiques qui sont plus faciles à résoudre que le problème biniveau global, qui sont que si on vous donne un ordonnancement des appareils, vous pouvez facilement déterminer les meilleurs tarifs. Si vous voulez calculer un ordonnancement qui minimise les pics, etc., donc vous avez 3 types de problèmes et en les combinant et en se basant aussi sur une propriété qu'on a pu obtenir que la fonction objective du meneur est plus ou moins concave en les pics, voilà, en arrivant à combiner ça, on arrive à avoir des résultats qui sont de qualité, justement, qui permettent de résoudre des problèmes de taille assez conséquente. Alors j'ai mis 200 appareils, c'est pas vraiment le nombre d'appareils qui est important, c'est plutôt le fait qu'ils interagissent fortement entre eux, parce qu'après c'est un effet de scaling. Et donc, on a 2 courbes, justement, des méthodes de résolution approchées basées sur cette structure qui permettent justement de fortement réduire les pics de consommation par rapport à la courbe rouge qui serait une résolution exacte mais limitée à 150 secondes parce que pour obtenir la meilleure solution possible, il faudrait plusieurs heures de temps de calcul et donc on arrive à avoir des résultats probants dans l'équipe. Donc voilà, j'étais peut-être un peu plus longue, simplement quelques pistes. Donc au niveau environnemental, je crois que c'est important de changer le comportement et d'être un peu plus responsable au niveau de la flexibilité de la demande. Au niveau recherche, voilà, c'est des problèmes qui sont passionnants et il y a encore énormément de choses à faire et de nombreux défis à relever. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, Antoine Rousseau, Lemon à Montpellier. Bravo pour l'exposé, merci beaucoup. J'ai une double question. Tu as parlé des fluctuations tarifaires. Est-ce qu'on peut aussi envisager un phénomène d'anticipation? Genre, si je suis capable de dire que j'aurai besoin d'électricité samedi après-midi de 14 à 16, est-ce que je peux la payer moins cher si je l'achète maintenant que si je m'engage, etc. Donc ça, c'était la première partie de ma question. Et l'autre, c'est sur la gestion du réseau. Quel est l'impact de la taille? Parce qu'en France, on a un réseau qui est donc très centralisé depuis la guerre où toutes les coopératives ont été rachetées. Et donc aujourd'hui, on a un réseau quasiment unique, même s'il y a quelques endroits en France où c'est encore un peu indépendant. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de productions locales qui se font avec ce que tu as mentionné tout à l'heure. Et donc, sans faire de court-circuit, est-ce qu'on peut faire des circuits courts de l'électricité? Et donc, est-ce que pour les problèmes d'optimisation que vous regardez, c'est plus simple d'avoir des petits systèmes locaux avec voilà, une espèce d'autonomie avec de la production, ou de tout mettre dans un grand système qui sert aussi de batterie, enfin ce qu'on veut, et qui du coup est un système plus gros mais unique à optimiser. Voilà, je me posais la question de la taille parce qu'encore une fois, aujourd'hui, la production va de plus en plus vers le local et pas vers des productions centralisées. Tout à fait. Alors, pour la réponse à la première question, alors les slides sont plus là, j'avais été un peu vite sur la fin, j'étais prise un peu par le temps, mais c'est une des perspectives de recherche que l'on a, justement, où on va plus travailler justement sur l'ordonnancement des appareils des clients en tant que tels. On va plutôt essayer de définir des contrats avec des clients, voilà, qui anticipent de se dire par rapport à leur consommation. Et ils vont essayer justement d'anticiper, bon, tel jour, j'aurai besoin de telle quantité d'énergie. Et ils vont payer pour cette quantité-là. Alors, le problème, c'est que s'ils dépassent, ils sont mal estimés, ils seront fortement pénalisés. Mais ça, c'est un nouveau type de modèle. Ici, j'ai pas eu le temps de le présenter, mais on travaille là-dessus justement avec Miguel et un étudiant en thèse, parce que
d'une certaine façon, les gens n'aiment pas trop qu'on rentre dans leur vie privée, ils préfèrent acheter une quantité, c'est eux à gérer leur mode de consommation. Mais le but sera le même, donc ce sera d'avoir plus de flexibilité. Donc ça c'est une des pistes qui... il y a on n'est pas les seuls à travailler là-dessus, en Amérique du Nord, il y a pas mal de gens, même des entreprises qui travaillent là-dessus. Pour la deuxième question, justement, en fait, c'est ce que j'ai mentionné avec les énergies renouvelables, on a de plus en plus de sites. Et justement, l'utilité de ce type d'AppLop, c'est de tenir compte de la spécificité des sites où on aurait justement un agrégateur de smart grid au niveau du site qui tient compte de la production des renouvelables, etc., de la batterie, de tout ce qui est stocké, et de se connecter au niveau global à certains moments pour acheter l'électricité. Alors ce type de modèle, il permet justement d'avoir une vision globale, mais en tenant compte de plusieurs entités. Alors ici, j'en ai mis qu'un agrégateur de smart grid, de nouveau pour une question de temps. Mais dans les modèles qu'on utilise, on en a plusieurs, on peut en avoir plusieurs, et selon les interactions qu'on a entre ces agrégateurs ou ces micro-grilles, on a différents types de modèles qui interviennent, soit ils sont indépendants les uns des autres, soit ils peuvent être de nouveau en équilibre, donc à ce moment-là on a des équilibres de Stackelberg-Nash qui interviennent, mais c'est aussi un sujet de recherche que l'on creuse et qui a toute son importance, parce que le domaine change complètement. Et les entreprises, EDF est fortement intéressée à ça.